Je vais maintenant vous présenter un aperçu de Power Builder 2025. J'ai le plaisir de vous présenter la session de Chris Pollack, diffusée en novembre dernier durant la session Elevate en anglais. Rappelons tout d'abord que ces fonctionnalités, bien qu'elles soient intégrées à la feuille de route d'Appian, pourront différer de ce que vous verrez dans la version finale de Power Builder 2025. Voici donc le programme d'aujourd'hui. Nous parlerons bien sûr du nouveau compilateur Power Builder, mais avant cela, nous reviendrons sur le compilateur actuellement disponible dans la version 2022 pour le comparer ensuite à la nouvelle génération. Le nouveau compilateur convertira le workspace de votre application en solution. De quoi s'agit-il? Je vous l'expliquerai avant de passer à une démonstration. Nous découvrirons ensuite le nouvel éditeur PowerScript qui a pour but d'améliorer la lisibilité et l'efficacité de la programmation ainsi que la navigation. Enfin, nous verrons quelques-unes des nouveautés prévues dans les versions ultérieures à partir de la version 2025 R2. Il est important de noter que le nouveau compilateur sera disponible uniquement dans les éditions Professional et Cloud Pro. Pour connaître l'avancée des développements, vous pouvez consulter la roadmap PB qui était mise à jour régulièrement sur le site Appian. Commençons par jeter un œil au compilateur actuel. Il ne peut fonctionner que sur un seul thread, car le code source et le code compilé sont sauvegardés dans la même librairie. Il analyse chaque partie du code PowerScript 5 fois et exécute 7 étapes pour boucler le processus de compilation. Le compilateur actuel traite également les data windows une par une. Cette opération est effectuée après la compilation du PowerScript. De plus, le compilateur actuel s'exécute dans le même processus que l'IDE. En cas de problème, un crash peut survenir à ce stade du processus de compilation. Dans ce cas, non, ce n'est pas l'IDE de Power Builder qui a planté. Imaginons que l'application est en cours de compilation ou que vous avez lancé le processus depuis l'IDE. Il s'agit en fait d'une sous-tâche ou d'un sous-processus. Si cette sous-tâche rencontre un problème, même au niveau d'un pilote de base de données, ce qui est une sous-tâche de cette sous-tâche, et qu'un catch n'est pas fait, le système d'exploitation escalade le problème jusqu'à la tâche de niveau supérieur. Et bien sûr, s'il ne le gère pas, c'est l'IDE, la tâche principale, qui est pénalisée par le système d'exploitation. Le crash n'est donc pas causé par l'IDE, mais par ce qui tourne en dessous. Passons en revue le processus de compilation traditionnel. Nous avons donc 7 étapes. La première consiste à effectuer des allers-retours entre les types pour examiner les relations ancêtres-descendants. Les étapes 2, 3, 4 et 5 consistent essentiellement à scanner le code PowerScript à plusieurs reprises pour l'améliorer jusqu'à ce que le compilateur puisse générer un code cohérent. À l'étape 6, nous créons les fonctions et les déclarations d'événements avant de terminer par les data windows compilées une par une. Il s'agit alors principalement d'assembler du P-code, comme vous pouvez le voir, en un exécutable et des PBD. Que se passe-t-il maintenant avec le nouveau compilateur? Appian a dû le repenser pour offrir un mode multiprocessus et multithreads pour que le code source et le P-code soient stockés dans des fichiers distincts et puissent être traités séparément. Le nouveau compilateur n'analyse qu'une seule fois chaque morceau de code au lieu de 5 et ne réalise que 4 étapes au lieu de 7 pour compléter l'ensemble du processus de compilation. Il crée aussi un arbre syntaxique simplifié qui est en fait un fichier de suivi. Il conserve la trace de chaque fichier de code source et de P-code généré. Il sait donc par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière compilation, ce qui a changé depuis, et n'a donc besoin d'agir que sur ce qui a été modifié. L'amélioration des performances repose donc à la fois sur la génération du code P avec un traitement multiprocessus et sur le fait de ne traiter que ce qui a changé. Il en va de même pour la génération des data windows. La compilation est donc beaucoup plus rapide. Les data windows sont également compilés en mode multiprocessus, donc simultanément. Cela se passe également dans un processus indépendant de celui de l'IDE. Donc, si un problème survient pendant la compilation, l'IDE n'est pas affecté comme ça serait le cas aujourd'hui avec le workspace. À noter qu'aucun changement n'est nécessaire pour le déploiement, la compilation, le build, etc. Dès que vous passez à une solution, tout cela se fait automatiquement en arrière-plan. Nous allons maintenant examiner de plus près l'architecture du nouveau compilateur. Au début d'une compilation complète, nous générons les fichiers AST, qui sont en fait les fichiers de suivi. Ils sont générés pour le code source et le P-code. Nous passons ensuite aux types, aux fonctions et à l'analyse des prototypes, d'avant en arrière et d'ancêtre à descendant.
Nous entrons ensuite dans la phase de compilation multiprocessus. Comme indiqué dans la première colonne à gauche, vous noterez que le P-code est généré pour les fonctions, les événements, le tout en processus multithreadé. Les data windows sont également traitées en mode multiprocessus. Ainsi, chaque data window dispose d'un thread de compilation propre. Les pipelines et les requêtes sont également exécutés dans ce mode multithread et multiprocessus, de même que les objets OLE. Au final, tout le P-code est assemblé pour obtenir, comme d'habitude, un exécutable et des PBD. Notez que le code machine n'est pas supporté. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque vous convertissez un workspace en solution. Tout d'abord, le fichier du workspace est converti en solution. Ensuite, la target est convertie en projet. Tous les objets Power Builder de votre bibliothèque Power Builder sont alors placés dans des dossiers qui représentent ce que vous trouveriez normalement dans une bibliothèque Power Builder. Le code source est donc maintenant en dehors de la PBL, ce qui ouvre la possibilité, bien sûr, d'utiliser différents éditeurs de texte. Vous n'êtes plus obligé de rester dans l'IDE de PB. Avant de lancer ce processus, la première opération consiste à créer une sauvegarde de votre workspace, juste au cas où vous en auriez besoin. Vous noterez que la dernière chose produite est le P-code. Il est généré dans un sous-dossier build-object qui est également créé lors de la conversion. Nous y reviendrons dans la démo pour voir ce qui se passe à ce moment-là. Notez également qu'il s'agit d'une migration à sens unique. Une fois la migration effectuée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous devrez reprendre votre sauvegarde pour revenir au mode Workspace. Pour cette démonstration de migration du Workspace vers une solution, nous allons utiliser une application qui existe déjà en Power Builder 2022 R2. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une application de test. Un nouveau dossier a été créé dans l'environnement de développement Power Builder 2025. Nous avons donc deux dossiers de test, test 1 et test 2. Test 1 est en fait une copie de cette application faite à partir de 2022 R2. Si nous regardons le dossier de déploiement, on y trouvera l'exécutable. Nous devons tout d'abord la migrer. Quand j'ouvre ce workspace en particulier, il va me proposer de faire la migration. Je clique sur OK. Si vous regardez dans File Explorer, vous verrez que nous avons un journal de migration qui ne contient aucun message d'erreur dans la zone en bas à gauche, donc tout semble correct. Vous remarquerez ici qu'il y a un projet dans l'arborescence du système. J'ai déjà créé un nouvel exécutable et je l'ai copié ici dans le sous-dossier de déploiement. Je peux donc voir à quoi ressemble l'application quand je la déploie sur une machine de production. Si je double-clique sur l'exécutable, on voit que c'est une application de test très simple. Une window, une data window, elle comporte une barre de séparation. C'est une data window grid. Le retrieve est passé et la connexion à la base de données de démo a été établie. Nous avons également une message box qui a été convertie pour dire Hello from Power Builder 2025. C'est donc une application de test simple que nous pouvons convertir en solution. Nous allons maintenant copier tout ce que nous voyons ici dans un autre dossier nommé test 2. Je vais ensuite l'ouvrir et le convertir. En allant dans l'IDE Power Builder 2025, vous pouvez voir que le menu inclut une nouvelle option qui propose d'ouvrir un workspace ou une solution. Allons dans le dossier test 2. On l'ouvre de la même manière que le workspace, car il s'agit simplement d'une copie de test 1. Et on voit que tout est pratiquement identique. À ce stade, je pourrais l'exécuter et il se comporterait exactement de la même manière, mais je veux d'abord le convertir. Je fais un clic droit sur le workspace et je choisis Convert this workspace to a solution, convertir ce workspace en solution. Cela va créer une sauvegarde et la solution prendra le nom de l'application avec un suffixe pbsln. Je valide et le workspace est maintenant converti en solution. Regardons maintenant le dossier test 2. On voit qu'il y a ici un nouveau dossier appelé Upgraded File et qu'il s'agit de la sauvegarde du workspace. J'ai déjà une sauvegarde dans test 1, il n'est donc pas nécessaire de la conserver. Cela se fait automatiquement, mais je n'en ai pas besoin car j'ai déjà une sauvegarde. Je peux donc la supprimer. Vous remarquerez ensuite qu'un sous-dossier build a été créé et qu'il contient des objets. Nous avons maintenant deux dossiers, car les bibliothèques présentes dans le workspace ont été converties en dossiers. Si nous les ouvrons, nous verrons que les objets ont été exportés.
On voit donc ici le P-code, le code exécutable pour les data Windows et les Windows de mon exemple. Si nous revenons au dossier principal, vous pouvez voir ici que les bibliothèques elles-mêmes créent également un dossier à la racine. Et bien sûr, vous pouvez voir ici le code source de l'application et du projet. Dans la deuxième bibliothèque, vous pouvez voir le source de la window et de la data window. Et vous pouvez voir ici que nous avons maintenant une solution. Si vous ouvrez ce fichier dans un bloc-notes, vous verrez qu'il s'agit d'un fichier standard. Nous pouvons voir ici qu'il définit la target, qui est en fait le projet Power Builder. En fait, la target PB a été transformée en projet Power Builder. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la liste des bibliothèques ainsi que la liste des passes des sources de ces objets. Tous ces éléments ont été générés lors de la conversion en solution et en projet. Je vais maintenant sur test 2. Tout est maintenant converti en une solution que je vais recompiler. Et maintenant que nous avons compilé, si on regarde dans le gestionnaire de fichiers, on voit que l'exécutable et le XML de la bibliothèque dynamique Power Builder ont également été compilés et générés à partir d'une solution, tout comme nous l'aurions fait depuis un workspace. Je copie ces éléments et je les colle simplement dans le sous-dossier de déploiement. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble exactement à ce que nous avions dans le workspace. Nous avons un exécutable, le XML qui pointe vers le runtime, des PBD, et si je double-clique sur l'exécutable, vous pouvez voir qu'il se comporte exactement de la même façon. Nous avons la grid data window, on peut faire un split screen, et le message apparaît Hello from Power Builder 2025. Mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a plus de librairie Power Builder, tout a été converti. Si nous ouvrons le point PB, nous verrons qu'il ne contient qu'un dossier data vide. Je vous expliquerai ça plus tard. Maintenant, nous allons voir ce qui a été créé ici, puis nous allons faire un full build. Regardons maintenant le sous-dossier PB. Vous pouvez voir qu'un dossier AST a été créé. C'est un nouveau dossier qui n'était pas là il y a quelques instants. On y trouve un fichier AST. Si nous ouvrons ce fichier dans un éditeur, on peut voir qu'il s'agit d'un fichier binaire. Il contient les informations de tracking de tous les objets qui ont été compilés, ainsi que la dernière vérification CRC de ces fichiers. On sait donc exactement à quoi ça ressemblait avant la compilation. On peut également voir ici que le sous-dossier data a été alimenté avec des informations de contrôle JSON, et nous avons un objet qui correspond, comme indiqué précédemment, aux librairies Power Builder sous forme de dossier. Et ici, nous avons maintenant le code objet, un code exécutable. Si je l'ouvre, vous pouvez voir que ça ressemble à ce que l'on trouverait dans une PBD Power Builder. Voilà donc à quoi correspond le nouveau dossier PB. Le dossier build est bien sûr l'endroit où l'on génère le P-code. Nous avons maintenant le code source que l'on a vu précédemment. Tout se présente donc exactement de la même façon. Et bien sûr, lorsque l'on compile, on obtient un exécutable qui se comporte comme avec le workspace. Il n'y a donc aucune différence au niveau du déploiement par rapport à ce qui existe actuellement. Regardons maintenant la compilation incrémentale. Les informations nécessaires à la compilation incrémentale sont mises en cache à partir de la dernière compilation, qui est souvent un full build, même si ce n'est pas une obligation. Les références et les relations d'héritage entre ancêtres et descendants sont tracées. Les appels vers des fonctions globales, en particulier depuis des data windows, sont identifiés. Les références inverses vers les éléments appelants sont déduites des références tracées plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le lien ancêtre vers descendant, on remonte maintenant du descendant vers l'ancêtre. Les dates de modification des fichiers de code source et P-code sont également prises en compte. La compilation incrémentale permet d'identifier les objets qui doivent être recompilés, et seulement ceux-là. Le compilateur identifie les fichiers supprimés ou modifiés à partir de la liste des fichiers du projet courant, puis place ces informations dans un fichier de suivi mis en cache. À partir de cette liste de fichiers et des informations mises en cache, les objets concernés sont identifiés. La compilation incrémentale permet ainsi de ne recompiler que les fichiers qui ont été modifiés. Voici donc comment se déroule la nouvelle compilation. On va lister ce qui a changé depuis le build précédent sur la base des informations mises en cache pour le source et le P-code. À partir de cette liste, le compilateur va identifier les fichiers
qui devront être recompilés. On entre alors dans le processus de compilation lui-même, qui, je le rappelle, est une opération multithreadée et multiprocessus. Enfin, le résultat sera fusionné avec l'exécutable existant dans les PBD qui sera déployé auprès des utilisateurs de l'application. Pour parler des performances, nous allons maintenant comparer celles de l'ancien et du nouveau compilateur. L'exemple de code fourni avec l'IDE Power Builder inclut 388 objets et 194 data windows. Il faut actuellement 37 secondes pour réaliser une compilation complète. Le nouveau compilateur peut le faire en 10 secondes. Nous travaillons également sur deux applications clients. La première contient 3154 objets et 5348 data windows. Il faut actuellement 18 minutes 56 secondes pour les compiler, contre 2 minutes et 50 secondes avec le nouveau compilateur. La seconde comporte beaucoup plus de data windows et d'objets. Pour celle-ci, le processus en 7 étapes du compilateur actuel prend 1 heure et 31 minutes, tandis que le nouveau compilateur ne demande que 9 minutes et demie. En fonction de la proportion d'objets PowerScript et de data windows, les performances sont 4 à 10 fois supérieures, voire 30 ou 40 fois supérieures dans certains cas. Si l'on regarde les performances de la compilation incrémentale pour ces mêmes applications, on constate qu'il faut 36 secondes pour la version actuelle, contre 6 secondes seulement pour la nouvelle version. Pour les applications clients, la première passe de 18 minutes à 23 secondes et la deuxième de 3 minutes à 5 secondes. Ce sera donc particulièrement intéressant pour les applications telles que l'application numéro 2 qui prend 1 heure et 31 minutes ou certaines applications clients qui peuvent prendre 2, 3, voire 4 heures avec l'ancien compilateur. Imaginez donc le gain de temps, non seulement sur un full build, mais aussi bien sûr sur les compilations incrémentales ultra rapides qui utilisent l'arborescence AST. Le nouveau compilateur offre également d'autres avantages. Il y aura beaucoup moins de risques de corrompre des librairies Power Builder, en particulier suite à un crash, parce que la compilation s'exécute dans un processus séparé, et il n'y a plus de PBL. L'intégration avec Git et SVN est améliorée. Plus besoin d'enregistrer la totalité d'une PBL dans votre source contrôle. Vous pourrez maintenant utiliser des outils externes pour modifier le code source. Vous pourrez même utiliser Visual Studio si vous l'utilisez déjà par ailleurs. Et il fonctionnera toujours avec les anciens source control, par exemple si vous utilisez le système natif. Voyons maintenant comment fonctionne la compilation incrémentale. Maintenant que nous avons fait une compilation complète et qu'elle a été déployée une fois en tant qu'exécutable. Nous allons revenir ici dans le dossier test2 pour procéder à une modification incrémentale. Je retourne dans l'éditeur pour faire quelques changements simples. Pour la data window, je vais juste changer la couleur d'arrière-plan. Je vais donc dans Propriétés, arrière-plan, et je change la couleur. Peut-être aussi une infobulle pour avoir un repère visuel et je sauvegarde le tout. J'ouvre maintenant la window. Je fais glisser le command button du message vers le bas, puis j'enregistre. Maintenant, je sélectionne et j'exécute. Comme on peut le voir ici, l'application s'ouvre. On voit bien les changements effectués dans le code source et le P-code. Tout fonctionne bien. La grid data window fonctionne toujours. Le command button a été déplacé. L'entête de la data window a changé et le message est toujours correct. Voilà, nous avons fait une compilation incrémentale. Maintenant, cela se fait automatiquement. Je n'ai rien eu à faire. Tout a été réalisé automatiquement en arrière-plan. Regardons le projet lui-même, là où l'exécutable est compilé. Vous remarquerez que même si l'original était une compilation complète, le projet a été converti en solution incrémentale. Dorénavant, il y aura toujours des informations de suivi pour savoir ce qu'il faut vraiment recompiler en fonction de ce qui a changé. Le processus est donc beaucoup plus rapide qu'avec l'ancien workspace incrémental. Je vais maintenant déployer l'application. Et regardons maintenant ce qui s'est passé sous le capot. On voit d'abord les librairies dynamiques de Power Builder, le XML, et l'exécutable que nous allons déplacer dans le dossier deploy. Voilà, nous avons compilé. Quand on lance l'exécutable, on voit qu'il fonctionne exactement de la même manière. Il n'y a aucune différence dans le résultat final que vous allez déployer chez les utilisateurs de votre application Power Builder. Cependant, si on regarde ici,
on peut voir que les informations ont été mises à jour dans le sous-dossier PB, en particulier ces fichiers AST. Il y a donc de nouvelles informations de suivi sur les objets qui ont été modifiés, la data window et la window. Le code source a également été mis à jour. Quand j'ai procédé au déploiement, il a comparé ce qui était différent dans ces fichiers AST, puis il a compilé uniquement ce qui devait l'être, c'est-à-dire la data window et la window, puis il a créé une compilation incrémentale à partir de ce code objet, et comme vous l'avez vu ici, nous l'avons testé dans le dossier de déploiement, et tout s'est bien passé. Nous allons maintenant nous pencher sur le nouvel éditeur de code, dont l'objectif est d'améliorer la lisibilité. Pour cela, nous allons ajouter du syntax coloring, des numéros de ligne, améliorer la barre d'état, ajouter une fonction de zoom, mais aussi la possibilité de replier le code au niveau des instructions de type case ou if, ainsi que pour les blocs de code personnalisés. À quoi ressemble le prototype aujourd'hui? Si j'ouvre l'éditeur de script, vous verrez des numéros de ligne sur le côté gauche. Juste à côté, on peut voir des plus et des moins, qui signifient que ce sont des blocs de code extensibles. Le syntax coloring a été amélioré. On a la possibilité de zoomer en bas à gauche sur l'ensemble du script, ce qui peut être très pratique selon la résolution de votre écran. Pour continuer avec la lisibilité du code, nous avons la sélection et la recherche de correspondance, la mise en évidence des lignes sélectionnées, la mise en évidence des bugs, ainsi que des marqueurs d'erreur et d'avertissement qui seront ajoutés dans la révision 2. Le prototype ressemble donc actuellement à ceci. Les points d'arrêt sont maintenant beaucoup plus visibles sur le côté gauche. Un point rouge avec une flèche indique où vous vous trouvez et le code est surligné pour montrer l'endroit où vous vous trouvez dans le debugger. Si vous effectuez une recherche sur SQLCA, vous trouverez l'instruction principale surlignée en orange, mais vous verrez aussi que toutes les autres occurrences dans le script sont également surlignées dans une couleur différente. On aura aussi un marquage des erreurs et des avertissements. Là encore, ce sera disponible dans la révision 2, mais on peut voir que la commande ou le numéro de ligne dont les commandes ne sont pas valides sont soulignés par une ligne brisée. On pourra aussi mettre en évidence la ligne sélectionnée. Lorsque vous cliquerez sur une ligne, elle sera encadrée par 2 barres grises. Concernant l'édition avancée du code, nous allons ajouter une fonction de retour automatique à la ligne. Le nombre d'annulations possibles va augmenter. Et vous aurez aussi la possibilité de sélectionner un bloc de code pour le mettre en majuscule ou en minuscule. Vous pourrez aussi augmenter ou diminuer l'indentation d'un bloc de code et enfin formater un bloc de code sélectionné dans la révision 2. En faisant un clic droit sur le panneau de script au centre de l'éditeur, un menu contextuel vous donnera accès aux options d'édition avancées. Vous pourrez par exemple commenter ou supprimer des commentaires, ou encore mettre tout un bloc en majuscule ou en minuscule. Vous constaterez qu'à la ligne 112, il est possible de définir une longue ligne de texte. Dans la version actuelle, vous devez faire défiler l'écran vers la droite pour voir l'intégralité du texte. Il sera désormais possible de le voir sans défilement grâce au retour à la ligne automatique dans le script Painter. C'est beaucoup plus lisible. Productivité de la programmation. La saisie assistée sera améliorée grâce à l'affichage d'extraits de code et de suggestions adaptées au texte saisi. Vous disposerez d'informations contextuelles lorsque vous passez la souris au-dessus d'une ligne de commande, telles que des informations rapides sur le code ou sur les paramètres, et la possibilité de refactorer le code sera disponible dans la révision 2. Comment ça se présente? Vous remarquerez qu'à la ligne 107, si je saisis if, l'éditeur propose des variantes qui peuvent être sélectionnées, et si je passe la souris sur la commande à la ligne 113, un message indique qu'il s'agit d'une fonction et ses arguments. Encore une fois, cela vous donne des informations rapides sur ce que vous voyez. De même, à la ligne 115, vous pouvez voir les paramètres et les data types pour ces paramètres. Et enfin, vous remarquerez qu'à la ligne 118, si je fais un clic droit, je peux changer le nom de l'objet local task pour quelque chose d'un peu plus clair. Vous n'avez donc plus besoin de parcourir tout le code et de faire ces modifications une par une. Vous pourrez donc refactorer votre code d'une manière simple et rapide. Pour la navigation dans le code, les fonctions rechercher et remplacer ont été améliorées, tout comme la commande jump. Ont également été ajoutés le suivi des modifications, le balayage des erreurs, la recherche des références à une variable ou à une commande spécifique. Autre ajout intéressant, les bookmarks ou signets. La fonction find all et les bookmarks seront disponibles dans la révision 2.
Voyons à quoi ça ressemble aujourd'hui. La fonction recherche et remplace permet de voir toutes les occurrences de SQLCA. À la ligne 109, une barre verte apparaît dans la marge pour indiquer que cette ligne de code a été modifiée. Vous pouvez faire défiler un bloc de texte et voir par exemple où des modifications ont été apportées depuis la dernière sauvegarde jusqu'à l'endroit que vous êtes en train d'éditer. Des signets ont été ajoutés. Ils sont en quelque sorte une to-do list améliorée. Ici, le jump a été amélioré. Si vous faites rechercher tout, par exemple, vous pouvez voir le code référencé. Il y a un nouveau volet en bas de page. On voit ici que SQLCA a été trouvé dans l'objet application ainsi que dans d'autres objets et vous pouvez donc faire défiler la liste. La ligne brisée vous indique qu'il y a une erreur à la ligne 112, tout comme le marqueur à droite. Vous pourrez donc parcourir rapidement un bloc de code en cherchant ce marqueur rouge sur la droite qui vous indique les problèmes qui doivent être corrigés. Passons aux questions-réponses. Nous avons déjà reçu quelques questions auxquelles nous allons répondre maintenant. La solution sera-t-elle une étape de migration obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire de remplacer le workspace. Vous pourrez continuer à l'utiliser ou choisir de le migrer vers une solution. Une solution peut-elle être migrée pour revenir à un workspace? Non, il s'agit d'une migration à sens unique. Donc, une fois que vous êtes passé en mode solution, vous devez continuer dans cette direction. La solution supportera-t-elle les compilations client-serveur? Absolument, mais uniquement en P-code. La solution supportera-t-elle les compilations Power Client et Power Server? Absolument. Appian ne néglige pas ces nouveaux types d'applications. La solution supportera-t-elle les compilations de code machine? Non, seulement le P-code. Par conséquent, si vous souhaitez compiler du code machine, vous devrez rester dans un workspace. Appian continuera-t-il à supporter le développement et la compilation de workspace? Absolument. Il existe de nombreuses applications qui nécessitent, par exemple, de compiler du code machine. Autre exemple, quand vous générez des PBD, vous pouvez avoir besoin de compiler une seule librairie, ce qui n'est pas possible avec la solution. Le modèle de solution sera-t-il ajouté à InfoMaker? C'est effectivement une possibilité qui est actuellement à l'étude. Nous évaluons les besoins et la faisabilité de cette évolution pour InfoMaker. Le concept de solution sera-t-il supporté par PB AutoBuild et OrcaScript? Absolument. Pour réaliser des compilations par lot, pour l'intégration continue. Le développement continu est maintenant incontournable. La solution supportera-t-elle les ressources PBR dans les exés PBD? Oui, on en a vu un exemple là, dans la démo lorsque nous avons créé une solution. La solution supportera-t-elle les compilations de PBD seules? Non, vous devez rester dans le workspace. C'est la seule façon de compiler une bibliothèque Power Builder directement en PBD ou DLL. Merci d'avoir suivi cet aperçu de Power Builder 2025 et je laisse maintenant la parole à Carmina pour la prochaine présentation. Merci.